Reprenez place. On y va, on y retourne, on reprend. On s'intéresse à présent, comme convenu, à l'emploi et à l'attractivité des métiers. Une question clé, bien sûr, pour vous, les acteurs privés du grand âge. Alors que le CINERPA vient de signer une nouvelle grille de classification pour valoriser le secteur, les outils à mobiliser pour recruter du personnel et le fidéliser demeurent essentiels, tant le facteur humain prime dans votre activité. La qualité de l'accompagnement en dépend. On en parle maintenant avec les invités de cette table ronde. Je vous les présente, à commencer par Nathalie Pain. Vous êtes la secrétaire nationale en charge du dossier Grand Âge et Autonomie à la Fédération CFDT Santé Sociaux. Bonjour madame. Valérie Pouille, à côté de vous, déléguée générale adjointe en charge des relations institutionnelles pour l'association World Skills France. Bonjour. Et on va vous expliquer, si vous ne le savez déjà, ce que fait World Skills. C'est très intéressant. Elisabeth Bellomo, bienvenue également. Vous êtes secrétaire générale adjointe du syndicat santé sociaux privé UNSA. Bonjour. À côté de vous, Nicolas Mérigot, directeur général France de Corian. Bienvenue, Nicolas. Bonjour. Et enfin, Laetitia Vito, notre spécialiste du travail, reste avec nous à l'écoute. Bien. Rappelons la charte d'engagement numéro 2, parce qu'elle nous intéresse en l'occurrence pour le moment. Évaluer et améliorer la qualité de vie au travail avec l'objectif d'ici 2025 de former au moins 10 000 salariés en alternance ou VAE au sein du secteur. Engagement numéro 2 de la charte. Madame Bellomo, je me tourne d'abord vers vous, tout comme la CFDT, vous avez signé en mars dernier, après 18 mois de négociations, un accord majoritaire avec les 3 organisations patronales de l'hospitalisation privée, que sont la FHP, le CINERPA et le Conseil national des établissements thermaux. Accord pour réviser le système de classification et rémunération conventionnelle. Ça concerne 250 000 salariés, 3 200 établissements. Est-ce un accord majeur pour l'attractivité et la reconnaissance des professionnels de santé, des EHPAD et des établissements thermaux? Alors oui, effectivement, pour nous, ça nous semblait un préambule à la reconnaissance du CINERPA et de la FHP un peu plus généralement, parce que dans cet accord, nous avons voulu mettre en avant à la fois l'attractivité du secteur, à la fois la fidélisation, parce que comme ce qui a été dit depuis ce matin, c'est important de pouvoir être attractif dans un secteur, mais aussi c'est important de conserver les salariés. Et dans cet accord, on a bien fait apparaître justement ces deux points. On a aussi voulu modifier un petit peu la philosophie du travail en se disant que pour nous, dans cet accord, nous souhaitions que les salariés soient acteurs de leur parcours. Puisque, pour revenir à ce qui était dit plus tôt ce matin, on peut tout à fait entendre qu'à un moment, un salarié qui est une position d'aidant aussi ait besoin de moins s'investir dans son établissement ou dans son groupe. Et donc, nous lui proposons, grâce à cet avenant, la possibilité de s'investir à un moment T de son parcours professionnel et la possibilité aussi à un moment d'être un peu moins investi parce qu'il a une situation familiale plus compliquée. Donc c'est pour ça que on a œuvré au maximum pour permettre aux salariés d'être acteurs, de décider ce qu'il veut faire de son parcours. On souhaite aussi donner une visibilité sur son parcours professionnel grâce à cet avenant. C'est-à-dire qu'un salarié qui va rentrer dans l'entreprise va être capable de se dire, voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je peux me projeter, je sais où je peux aller. Par contre, là où je tiens à prévenir, c'est que cet accord n'est qu'une première étape pour permettre aux salariés de venir travailler au CINERPA, enfin dans les établissements du CINERPA ou de la FHP. C'est que, oui, c'est un plus, mais tout n'est pas basé que sur le salaire, tout n'est pas basé que sur les classifications. Vous l'avez très bien dit hier, pour que les résidents soient pris en charge correctement, qu'il n'y ait pas de notion de maltraitance, vous l'avez très bien dit, il faut que les salariés ne soient pas non plus maltraités. Et un salarié qui va bien va forcément faire rejaillir son bien-être auprès des résidents. Et c'est pour ça que pour nous, c'est aussi important. Tout à l'heure, j'entendais votre question sur les directeurs. Est-ce qu'un directeur est moins protégé que les autres salariés ?
on est d'accord que, en tout cas dans cet accord, on a voulu ne pas faire de clivage entre les soignants de proximité, l'encadrement. Pour nous, tout le monde doit bénéficier de cette nouvelle classification rémunération. Et on a tous le même but, au final. Donc, il s'agit de susciter des vocations, maintenir des compétences, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et proposer aussi en parallèle un parcours de formation qui permette aux salariés d'évoluer au sein de leurs établissements. Bien. Nicolas Mérigot, Korian, 27 000 collaborateurs en France, 272 résidences médicalisées, 35 000 lits. En quoi l'avenant 33 sur le nouvel accord classification rémunération est-il un levier d'attractivité ? Alors, j'aimerais peut-être revenir sur cette notion d'attractivité qui a été conceptualisée et définie par Myriam El Khomri dans son rapport qui date de 2019. Elle faisait à cette époque un double constat. Le constat du besoin, caractérisé par l'immensité et l'immédiateté. Elle avait mis sur la table 2 chiffres, 96 000 emplois à créer entre 2020 et 2025 et 260 000 personnes à former pour combler les postes vacants, assurer la rotation et les départs en retraite. Et puis le deuxième constat qu'elle faisait, c'était la mauvaise image des métiers du grand âge dans la société française. Et là, aujourd'hui, est-ce que on a avancé depuis octobre 2019 ? Ben non, même si on prend le baromètre qui est produit par le CINERPA, eh bien, on voit que la situation s'est dégradée. En 2021, 72% des personnes avaient une bonne image des métiers, des professions dans le secteur médico-social en 2021. En 2022, ils étaient plus que 65%. En 2023, ils ne sont plus que 61%. Et dans ces 61%, uniquement 9% ont une très bonne image des métiers. Donc, voilà, on est face à cet élément-là. On a un secteur qui demeure accidentogène avec un taux de fréquence qui est très élevé. Et en conclusion, dans le rapport de branche de l'année dernière, 96% des établissements répondent avoir des difficultés importantes pour recruter. Alors effectivement, Madame Mellomo l'a dit, cet accord de classification, il n'est pas l'unique réponse à l'attractivité, mais je crois qu'il apporte plusieurs éléments de réponse. Le premier élément, c'est, à mon sens, de faire œuvre de justice sociale en supprimant les coefficients infra-SMIC. Je pense que c'est quelque chose là-dessus qui est important. Il fait preuve également, et vous l'avez souligné, de lisibilité en simplifiant le nombre des métiers. On a 30 métiers qui se déclinent en 17 niveaux et qui correspondent à la réalité de la vie des établissements. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des indices, 80 indices, non, 701 coefficients. On est sur des réalités concrètes qui permettent d'avoir une meilleure lisibilité et justement de permettre aux collaborateurs de se projeter dans des parcours professionnels en bougeant sur cette grille de classification et allant d'un métier à l'autre. Je pense qu'également, avec cet accord qui couvre la FHP, le CINERPA et le CNET, Korian est aussi un opérateur important dans la FHP avec plus de 100 cliniques, on fait preuve d'une équité de traitement. Équité de traitement, c'est-à-dire que finalement, à poste égal, à diplôme égal, que vous exerciez sous différentes fonctions et dans des établissements différents, dans des secteurs différents, vous aurez les mêmes éléments de rémunération. Donc, on fait preuve d'un traitement équitable. Et pour finir, on fait également preuve, avec cette classification, œuvre de sécurité. C'est-à-dire que le socle, le fameux Herman, qui constitue la majorité de la rémunération, constitue finalement une base solide de sécurité pour nos collaborateurs. Sécurité qu'on a doublée d'un élément de fidélisation avec des éléments complémentaires en fonction de l'expérience, c'est-à-dire l'ancienneté dans la branche, l'expérience, et puis l'ECR ancienneté qui, lui, vient rémunérer la fidélité dans le contrat de travail, dans l'entreprise. Donc, un socle important pour sécuriser les rémunérations, des éléments qui viennent récompenser la fidélité dans la branche et dans l'entreprise, et pour finir, des mesures également
d'individualisation des parcours en fonction des compétences et des missions. Voilà, donc je pense que tous ces éléments, justice sociale, équité, lisibilité, sécurité et individualisation, vont concourir à renforcer cette attractivité des métiers. On rappelle que le secteur doit recruter plus de 200 000 personnes pour répondre aux défis du vieillissement de la population. Alors précisons quand même, Nicolas, que cet accord sera applicable à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de son accompagnement financier par les pouvoirs publics pour passer du dispositif actuel au nouveau. Oui, effectivement, il y a une mesure il y a une condition suspensive d'application qui est très importante, qui est celle de son financement. Et on n'est pas en train de demander au pouvoir public de nous financer un dumping social pour avoir des rémunérations supérieures dans notre branche privée commerciale versus associatif ou public. On est là véritablement pour dire on a besoin de ces rémunérations, même si elles ont augmenté de manière significative entre 2019 et 2022, à peu près plus de 25% en moyenne, eh bien on est rattrapé par l'inflation. On est rattrapé par l'inflation et aujourd'hui, alors qu'on avait signé une classification qui était nettement supérieure au SMIC pour les premiers niveaux, les dernières réévaluations du SMIC font qu'aujourd'hui, on est à nouveau rattrapé et que le premier niveau, le niveau 2 de la classification, correspond au SMIC Ségur inclus. Moi, je voudrais simplement redire au gouvernement l'importance de cet effet ciseau. Entre le 1er janvier 2022 et le 1er mai 2023, le SMIC, et c'est très bien, a fait plus 9%. Nos ressources ont fait à peine plus 6%. Il y a un élément, il y a un écart qu'il faut vraiment venir combler. Et c'est vrai que le président Amarantini l'a dit, la circulaire budgétaire qui finalement met dans les tarifs 50% de l'évolution de l'Ondam, c'est totalement insuffisant. Voilà. Donc il nous faut effectivement tous ensemble aller expliquer cela pour obtenir des rémunérations, des subventions complémentaires pour pouvoir financer cet accord qui est vraiment nécessaire pour assurer. Oui, alors faites simplement attention à ne pas mettre la main sur le bout du micro, parce que dans ce cas-là, ça coupe. Voilà. On vous en apporte un autre. Très bien. Hop, très bien. Pendant ce temps, je passe à Madame Pin, Fédération CFDT Sociaux. La QVT, la qualité de vie au travail, c'est le sujet quand on parle de l'attractivité pour les personnels. Qu'est-ce que vous y mettez, vous, dans la QVT ? Alors, ce qu'on y met, nous, c'est la capacité, agir sur la QVT, c'est donner la capacité aux professionnels de faire du bon travail. Alors, quand j'ai dit ça, voilà. Aujourd'hui, on constate que, ça a été dit très largement, une fuite des personnels du secteur du care, notamment à cause de ces conditions de travail dégradées. Faire du bon travail, et ça a été dit depuis hier, je crois qu'on l'a entendu beaucoup, c'est prendre le temps de la relation. Ça a encore été dit ce matin par Madame Vino. C'est donner la parole aux salariés. On ne leur a pas donné suffisamment la parole ? Non, je ne crois pas qu'on leur ait donné suffisamment la parole. En 2013, avait été négocié un accord national interprofessionnel qui avait une durée de vie de 3 ans, mais qui était très novateur dans le sens où il était prévu d'expérimenter la mise en place d'espaces de dialogue dans les services, au plus près de la réalité du travail en fait, et pour redonner du pouvoir d'agir des professionnels, aux professionnels, pardon, et force est de constater que ça a été très peu fait. Par contre, les endroits où ça a été fait, ça a été vraiment un plus, tant pour les employeurs que pour les salariés. J'ai en tête un exemple dans un bloc opératoire. Alors, on n'est pas dans le champ du médico-social, mais on est dans le champ de la santé, où l'employeur présente un projet aux agents, enfin aux salariés du bloc opératoire, et leur dit, écoutez, voilà ce qu'on envisage, et donnez-nous votre avis. Et donc, les salariés se sont réunis.
on regardait, on fait des contre-propositions. Et en fait, les contre-propositions faites par les salariés ont été acceptées par l'employeur parce que, ça avait un coût moins important que ce qui était prévu au point de départ. 2, ça répondait mieux aux contraintes du service. Et 3, les salariés s'y retrouvaient aussi. Donc tout le monde était gagnant, quoi. Est-ce que ça passe par une autre façon de manager ? Clairement, ça passe par un management à l'écoute, participatif, mais je l'ai entendu aussi ce matin, alors pas forcément avec tout à fait les mêmes termes, mais oui, proche des équipes, de manière à coller à la réalité de ce que rencontrent les salariés au niveau de leur travail quotidien, quoi. Concernant l'avenant 33, vous êtes d'accord avec Madame Bellomo, c'est une nouvelle grille qui permet d'avoir une dynamique de carrière positive ? Tout à fait, c'est une des raisons de notre signature. Hein. C'est un avenant qui révise en profondeur, ça c'est très important, en profondeur le système de classification et de rémunération, qui acte l'évolution des rémunérations, la reconnaissance des métiers. Je ne vais pas redire tout ce qui a été dit parce que c'est exactement ça. Hein. Ça permet une évolution tout au long du parcours professionnel en termes de rémunération. Ça reconnaît les compétences acquises. Donc c'est quelque chose de dynamique, facteur d'attractivité, puisqu'évidemment le niveau de rémunération dans un secteur très concurrentiel, hein, le secteur social, sanitaire et médico-social est un secteur très concurrentiel avec des statuts différents, hein, la fonction publique, l'associatif, le privé commercial. Donc on a les mêmes professions. Et donc voilà, c'est important de rénover ces rémunérations qui, au niveau de la branche, ne l'avaient pas été depuis 2002 quand même. Donc voilà, c'est... Il était temps. Il était temps. Bon, ça permet aujourd'hui d'avoir un premier niveau de rémunération au SMIC plus 15%. Donc voilà, il y a quelques mois, on était encore avec beaucoup de coefficients infra-SMIC, hein, ça a été dit. Donc, mais vous êtes aussi d'accord avec Madame Bellomo quand elle dit c'était nécessaire, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que c'est pas le seul facteur d'attractivité, puisque c'est le thème de la table ronde. Hein, c'est pas le seul facteur d'attractivité pour les métiers, pour les emplois. Quelles nouvelles mesures conventionnelles, légales ou des politiques publiques seraient envisageables selon vous pour renforcer l'attractivité ? Des mesures qui, on l'a dit, hein, qui vont permettre d'agir sur la QVT. Alors on sort là d'assises du travail qui viennent de se terminer avec plusieurs recommandations, avec un rapport de Sophie Thierry et Jean-Dominique Sénard, 17 propositions et des recommandations. Donc je vais pas vous faire la liste, mais il y a une recommandation, la numéro 14 dans ce rapport, qui propose d'introduire un 10e principe de prévention dans le Code du travail, à savoir, il vise à écouter les travailleurs sur la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail et les relations sociales. Donc on a 9 aujourd'hui principes de prévention. Il pourrait y en avoir un 10e qui va dans le sens de ce que je vous indiquais tout à l'heure. Cette approche était donc déjà portée dans l'ANI de 2013 que je citais. Elle est vraiment portée aussi par la CFDT parce qu'on est convaincu que redonner du pouvoir d'agir sur le travail aux salariés, c'est primordial. Les écouter, enfin je veux dire, ce que on a entendu, y compris tout à l'heure, quoi. Hein, il faut pas que ce soit uniquement descendant. Enfin, voilà, et ça passe effectivement. Alors ça passe par quoi ? Ça passe par une vraie politique de prévention dans les établissements. Du top management jusqu'aux salariés, en passant par les cadres intermédiaires quand ils existent. Bien évidemment, ils sont des prescripteurs du travail et il faut les mettre dans la boucle. Et donc, donc ça se passe comment ? Alors, il y a plusieurs leviers. Un levier fort, c'est la formation professionnelle, ça a été aussi cité.
la formation continue, qui permet de donner des éléments pour que les salariés puissent bien faire leur travail, qu'ils aient les connaissances, les compétences nécessaires pour faire correctement leur travail. Alors justement, puisqu'on parle de formation, Nicolas Mérigot, comment on peut donner un véritable élan à la VAE, validation des acquis de l'expérience, ou à l'AFEST? Alors l'AFEST, c'est l'action de formation en situation de travail, c'est-à-dire que l'intervenant d'un organisme de formation certifié vient directement former votre futur salarié sur son poste de travail. Comment on fait pour relancer tout ça? On a déjà largement œuvré en... Nicolas, remontez la main sur votre micro parce que sinon, il y aura des problèmes. Parfait. J'écoute la consigne. On a fait un travail important de recensement d'un certain nombre de mesures et on avait proposé au ministère 15 mesures pour favoriser la formation professionnelle. Alors certaines vont bien. On est plutôt bien orienté sur la VAE, le ministre l'a rappelé, même si on peine encore à réunir des jurys dans de très nombreuses régions. On a levé certains blocages sur l'apprentissage. Mais on est encore très très loin sur l'apprentissage, notamment des IDE. On n'est nulle part sur le parcours professionnel qui permet d'amener un ASDE expérimenté vers le métier d'IDE par le parcours réussite. On est à peu près nulle part. En fait, le ministre Braun a dit qu'il allait s'en emparer, mais ça fait 1 an en fait que les textes sont prêts à la DGOS. Donc il reste encore énormément de choses. La formation professionnelle doit prendre sa part et la branche a toujours déclaré qu'on était prêt à soutenir ces efforts, à donner du temps pour avoir des membres de jury pour que les jurys soient plus nombreux, à mettre du temps et de l'argent pour avoir plus de tuteurs en apprentissage. Donc voilà, donc là on a beaucoup de mesures et on est un peu en attente de réponse de la part du gouvernement. Et puis je crois aussi qu'on ne peut pas tout régler par l'attractivité, par la formation professionnelle, même si elle est très importante. Il faut aussi relancer efficacement l'attractivité auprès des jeunes bacheliers, même si les filières du soin sont encore plébiscitées. On a un taux d'échec qui est trop important et on a un taux d'échec pendant la scolarité. Et puis on a beaucoup de jeunes bacheliers qui choisissent le cycle d'infirmier pour ensuite passer sur un M1, M2 et qui ne verront jamais un malade. Donc on a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, dernier volet, on avait mis en place avec le ministère du Travail un dispositif qui s'appelait Transco et qui permettait d'assurer une perméabilité en fait entre les secteurs qui étaient en décroissance d'emploi et puis notre secteur qui, vous l'avez dit, a besoin d'avoir un apport de main-d'œuvre. Mais vous l'aviez fait avec De Richebourg et Monoprix. Avec De Richebourg et Monoprix, oui, absolument. Grand succès, sauf qu'on n'arrive pas à passer le périphérique. Moi qui suis provincial, c'est terrible, mais c'est une mesure qui est restée dans Paris-Île-de-France, quoi, et même pas dans tous les départements de l'Île-de-France. Et comment vous l'expliquez? Parce qu'on n'arrive pas à mobiliser les moyens régionaux, et on a de la peine. Le paritarisme en région est un petit peu sclérosé, et on n'arrive pas à mobiliser l'ensemble des acteurs pour mettre en œuvre ces dispositifs. Et puis dernier point, on a des financements OPCO aujourd'hui qui sont insuffisants dans une branche comme la nôtre qui a besoin d'un apport de main-d'œuvre et qui a besoin de former plus de monde. Hein. On est vraiment dans un développement. On a besoin de péréquation, de fonds de péréquation en provenance d'autres branches pour renforcer le financement de notre OPCO. Et il faut bien voir que ces métiers, Madame en parlait, hein, c'est des métiers d'infrastructure, et c'est des métiers qui, s'ils ne fonctionnent pas bien, si nos infrastructures sanitaires et sociales ne fonctionnent pas bien, notre société ne fonctionne pas. Et il faut arrêter d'avoir cette logique comptable. On a fait une étude justement sur l'impact des secteurs du soin et du grand âge. Il faut arrêter d'avoir cette vision comptable en disant ça génère des déficits, ça génère beaucoup d'emplois. On a fait le travail chez Korian. On pense qu'un emploi chez Korian, c'est à peu près un demi-emploi indirect qui est généré. On maintient des emplois dans l'ensemble des territoires. On a des emplois qui sont des emplois inclusifs.
Et donc je pense qu'il faut vraiment arriver à convaincre les pouvoirs publics sur ces différentes thématiques. Bien, alors, pour aider à redorer l'image des professions du secteur, nous avons trouvé la femme qu'il vous faut. C'est Valérie Pouille, depuis 1946, WorldSkills, l'association que vous représentez ici. Non, non, vous ne les faites pas du tout. Alors là, chapeau. WorldSkills, depuis 1946, organise la compétition des métiers, ex-Olympiade des métiers, au niveau régional, national, européen et mondial. 70 métiers, tous secteurs confondus, sont représentés. Alors, Valérie, en quoi consiste la compétition ouverte à tous les jeunes de moins de 23 ans ? Tout à fait. Alors je vais repréciser donc effectivement le mouvement est né en 1946 en Espagne après la guerre pour reconstruire le pays et chercher rendre attractifs les métiers du bâtiment. La France a suivi le mouvement dès 1947 et depuis effectivement on a tous les pôles représentés donc aussi bien les métiers de la construction que l'industrie, que le service et le bien-être, la communication numérique, l'automobile. Donc on a vraiment un secteur, l'alimentaire évidemment. Donc on représente près de 70 métiers en compétition. Dont le sanitaire, le médico-social. Alors, c'est dans le secteur service bien-être. Effectivement, je vais y venir après. On a 2 métiers qui vous concernent, vous, plus directement ici, qui sont les métiers d'infirmier et le métier de soins à la personne. Donc, je vais dérouler un petit peu ces différents métiers, mais je voudrais préalablement un peu dire comment ça se passe. Vous pouvez faire le parallélisme avec les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a des compétiteurs qu'on prépare comme un sportif de haut niveau, avec des phases de sélection qui sont organisées par les conseils régionaux, qui permettent de constituer une équipe régionale qui vient ensuite se confronter lors de la finale nationale, qui sera d'ailleurs du 14 au 16 septembre 2023 à Lyon Eurexpo cette année. Donc je vous invite tous à venir. Et ensuite, on constitue une équipe de France qui ira soit en compétition européenne, soit en compétition mondiale. Alors, en 2022, plus de 8000 jeunes se sont inscrits en France aux sélections régionales. Oui, tout à fait. Et ils vont se confronter là en septembre pour constituer l'équipe de France. Ce qui est important, c'est qu'on ne fait pas une compétition pour faire une compétition. Les enjeux derrière, c'est quoi? C'est comment on peut, au travers de ces jeunes ambassadeurs qui sont des champions de leur métier, passionnés par leur métier, fiers de leur métier, faire venir les autres jeunes vers ces formations. Comme vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a un problème de représentation des métiers. On est aussi tous conditionnés par notre milieu social, notre milieu professionnel, donc on a un horizon qui est quand même assez limité. Et donc ces compétitions sont le moyen de faire venir sur le site lors des compétitions près de 100 000 visiteurs. On travaille avec la DGESCO, donc le ministère de l'Éducation nationale, avec l'ensemble des centres de formation pour faire venir les jeunes sur site pour qu'ils puissent voir ces métiers, s'essayer même au métier. On propose des animations ludiques qui leur permettent de s'essayer au métier. Et vraiment, l'idée derrière, c'est leur donner envie de se former dans ces métiers. Donc, qu'on comprenne bien, lors de la finale nationale qui aura lieu à Lyon du 14 au 16 septembre, 100 000 visiteurs attendus qui pourront s'essayer aux différents métiers et qu'on comprenne bien chaque pays, alors je parle de la finale après européenne, mondiale, chaque pays choisit les métiers dans lesquels il veut se présenter. Il ne se présente pas dans tous les métiers. Alors tout à fait, et nous n'avons pas forcément tous les métiers en compétition mondiale. Nous avons ce qu'on appelle aussi des métiers nationaux. C'est le cas d'ailleurs pour le métier d'aide à la personne. Par contre, le métier infirmier a un niveau national et un niveau mondial. Il n'est pas à l'Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer un métier en compétition, soit mondial, soit européen, il y a des règles spécifiques aux associations qui s'appellent WorldSkills au niveau mondial et EuroSkills au niveau européen. Il faut qu'on ait 14 pays mondiaux qui souhaitent porter ce métier. Au niveau européen, il faut en avoir 7 pour pouvoir entrer le métier en compétition.
Ensuite, il faut trouver un consensus entre les différents pays pour construire le référentiel de la compétition pour le métier. Il faut savoir que d'un pays à l'autre, on n'a pas les mêmes façons de former nos jeunes, on n'inscrit pas les mêmes contenus. Et donc c'est aussi pour vous, organisations professionnelles, je pense au CINERPA par exemple, ou à la FPHP, c'est intéressant de pouvoir benchmarker un petit peu les contenus de formation dans les autres pays du monde, de voir un petit peu comment les jeunes sont formés. Donc c'est effectivement un moyen pour nous de construire nos formations et de faire évoluer nos formations vers plus d'excellence. L'idée, c'est vraiment atteindre des podiums, de pouvoir avoir ces ambassadeurs qui représentent ensuite le métier au niveau national, dans les écoles, dans vos journées. Donc il y a vraiment... Mais vous compariez avec les Jeux Olympiques, on est meilleur qu'aux Jeux Olympiques ou pas ? On vous le dira en septembre 2024. Vous serez également invité puisqu'on aura la compétition mondiale. Finale mondiale, donc l'équipe de France participera, voilà. Et ça a lieu encore à Lyon. Et ce sera à Lyon, oui. En fait, on fait Lyon pour se préparer à l'accueil du monde puisqu'on aura 85 pays du monde qui vont participer à cette compétition. C'est le plus gros événement que Lyon n'aura jamais reçu. À Lyon, donc en septembre 2024. Donc je vous enverrai par le biais du CINERPA l'ensemble des informations. Je pense que c'est intéressant. Vous qui avez des problématiques de recrutement, qui avez vraiment des difficultés, vous l'avez dit aussi, à fidéliser vos jeunes, vos personnels. C'est comment on peut effectivement, faire connaître ces métiers à ces jeunes qui sont en recherche d'orientation, et deux, on attire aussi, lors de ces compétitions, on fait venir aussi des personnes en reconversion professionnelle qui peuvent aussi être intéressées par ces métiers. Et l'idée vraiment, c'est comment on peut mobiliser l'ensemble de ces jeunes pour qu'ils aient une nouvelle image de la formation professionnelle. Trop longtemps, beaucoup de métiers n'ont pas recueilli l'envie des jeunes parce qu'ils ont aussi été un peu, entre guillemets, dénigrés et mal présentés. Donc c'est aussi une façon vraiment de les valoriser avec des champions qui sont fiers de leur métier. Alors, si vous voulez savoir comment vous associer à cette compétition, worldskills-france.org. worldskills-france.org. Merci Madame Pouille. Laetitia Vito, très attentive toujours. Oui, petite synthèse d'observation. Oui, et même des petites questions aussi, si vous me le permettez. Alors, il y aura peut-être le temps des questions, mais pas des réponses. Pas de réponse. Oui, c'est embêtant. Alors oui, c'est embêtant. Oui. Non, j'ai entendu beaucoup de choses sur les difficultés de recrutement et les questions de formation. Et en fait, en même temps, je le mets en parallèle avec ce que j'ai entendu à la fois à la première et la seconde table ronde, qui est qu'un salarié qui part, c'est un salarié qu'il faut recruter en plus après. Et ça coûte plus cher de le recruter après, c'est plus compliqué que de le garder. Et en même temps, du coup, ce que ça m'évoque comme métaphore, c'est la comparaison entre la dette et le déficit. Vous avez un besoin de recrutement qui est très fort, ça c'est la dette, et puis chaque année, ce besoin il s'agrandit non seulement en raison des évolutions démographiques et des besoins structurels, mais aussi parce qu'il y a plus de gens qui partent. Donc c'est comme si le déficit chaque année était plus important, et donc le problème s'aggrave. Et du coup, ce que ça m'évoque, c'est que le point numéro 1, c'est quand même la question de la rétention. Parce que si chaque année vous mettez en œuvre des moyens considérables pour former, pour attirer, etc., puis qu'après ils partent au bout d'1 an, on règle pas le problème, ça continue de s'aggraver chaque année. Donc ça, c'est peut-être ma première réflexion, qui est que vraiment, je pense que le point de départ, avant même l'attractivité, ou pour l'attractivité en réalité, c'est le fait de garder. Parce que sinon, c'est un bateau qui coule. Et puis ma deuxième réflexion, que j'ai trouvée très intéressante sur la question de la rétention, justement, c'était que il y avait tout un tas de choses dont on a parlé, de conditions de travail dégradées, de sécurité, de prendre le temps de la relation avec les autres, donner la parole, la proximité d'un manager qui vous écoute, le pouvoir d'achat, évidemment, face à une inflation très grande, et puis la notion, je l'ai entendu à plusieurs reprises aussi, de carrière et de durée, qui est là vraiment le point de clé
par rapport à la rétention et à l'idée de garder, de projeter une relation sur le long terme qui est pas on recrute de la chair à canon, pardon pour l'expression, et puis la chair à canon elle s'en va, et puis il faut plus de chair à canon. Finalement, on a cette espèce de logique délétère qui coûte cher et qui n'est pas durable. Donc vraiment sur l'inscription sur la durabilité. Et du coup, j'en viens à mes petites questions à propos de cette carrière. J'arrive très vite. C'est que on projette toujours une carrière linéaire et le recrutement des jeunes. Les jeunes. C'est bien les jeunes, il en faut. Mais le problème, c'est que quand vous regardez la pyramide des âges, le bas de la pyramide, il est très, très étroit. Et c'est là que j'en viens à ma question. Est-ce que vous avez des actions, des réflexions, chacun d'entre vous, sur le fait de recruter des gens dont la carrière n'est plus linéaire, qui ont déjà fait une reconversion, qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, puisqu'ils vont travailler surtout les femmes vont travailler jusqu'à 60 ans. Alors, Madame Bellomo, on fera pas la deuxième question, hein, je vous préviens tout de suite. Je voudrais pas qu'il y ait de déception, parce que là, sinon, on est mal parti. Madame Bellomo. C'est vrai qu'on est passé très vite sur ce qu'on a appelé l'ECR expérience professionnelle. Cette ECR expérience professionnelle est justement là pour valoriser l'expérience dans le métier. C'est-à-dire qu'on a voulu démontrer que il n'y avait pas que l'ancienneté dans le groupe ou dans l'entreprise qui était importante, mais justement cette expérience métier. On pouvait très bien venir de n'importe quel autre secteur, à n'importe quel âge, on valorisait au niveau de la FHP et du CNRPA, on valorisait cette compétence acquise. Et c'est vraiment un vrai plus, et c'est ce qui est innovant dans cet accord d'avenant 33. C'est le point important et qu'on va pouvoir défendre, et pour lequel, enfin en tout cas, je pense qu'on sera tous d'accord, on est fiers d'avoir réussi à négocier ça et avoir mis ça en place. Nicolas, rapidement. Concernant la rétention, effectivement, en complément à ce que vient de dire Madame Bellotto, la question de la promotion professionnelle par la formation diplômante est tout à fait clé. Et quand on parle justement VAE, quand on parle apprentissage, on ne s'adresse pas à des jeunes, ou plus exactement, on ne s'adresse pas qu'à des jeunes. On a des personnes qui ont 40, 45 ans et qui passent un diplôme et qui donc vont changer de métier. Et donc, on assure une mobilité à l'intérieur de la branche et on assure comme ça la rétention dans la branche, parce que vous avez entièrement raison, l'évolution de la pyramide des âges en France va pas nous permettre de remplacer les départs à la retraite que par des jeunes. Voilà. Bon alors, comme je suis sûr que votre deuxième question est aussi intéressante que la première, vous avez le droit de la poser. On aura une réponse, une personne, et ce sera rapide. Voilà, mais c'était quoi? En gros, c'était la même. Hein. C'était par rapport à cette question des carrières linéaires et non linéaires. Mais un peu pour la blague et la provoque, c'est que quand on cherche des nouveaux viviers de candidats, évidemment, les jeunes, y en a parmi les jeunes, notamment les fameux NINI, hein, ceux qui sont ni en emploi ni en formation, parmi lesquels il y a beaucoup de garçons. Or, un renouvellement de vivier dans vos métiers, c'est les garçons. Les filles, elles sont déjà toutes occupées. Donc c'est ça, c'était par rapport aux nouveaux viviers, hein, les garçons, les moins jeunes, les soixantenaires qui sont plus en emploi mais qui devraient encore cotiser, etc. Très bien, donc c'était une observation. Parfait, merci à tous les 5. Merci beaucoup, on vous applaudit.